Le but principal, évidemment, de l'administration Biden, c'est de créer une coalition de facto contre l'Iran, mais également contre les supporters internationaux de l'Iran, que sont la Russie et la Chine au Proche-Orient. Il est évident que face à cette priorité, le dossier palestinien n'intéresse personne. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le professeur Emmanuel Navon de l'Université de Tel Aviv. Emmanuel, bonjour, Boker Tov. Alors, ensemble, je voudrais qu'on essaye de vérifier, on va dire, quels vont être les grands dossiers qui vont être à l'ordre du jour de cette visite importante de Joe Biden en Israël et, on doit le dire aussi, en Arabie Saoudite. Je voudrais commencer par ce qui fait les grands titres de la presse israélienne de ce matin. C'est plutôt le dossier palestinien qui semble préoccuper les Américains. C'est une erreur de dire que les Américains veulent en priorité remettre sur la table des négociations le dossier palestinien. Est-ce qu'ils en ont la possibilité? Ils n'en ont aucune intention. Joe Biden, comme vous l'avez rappelé, vient en Arabie Saoudite et en Israël, les deux plus importants alliés de l'Amérique au Proche-Orient. Le but principal, évidemment, de l'administration Biden, c'est de créer une coalition de facto contre l'Iran, mais également contre les supporters internationaux de l'Iran, que sont la Russie et la Chine au Proche-Orient. Et il est évident que face à cette priorité, le dossier palestinien n'intéresse personne, même si évidemment l'administration Biden, pour la forme, va exprimer ses positions classiques sur ce dossier, mais c'est pas du tout pour ça que Biden vient au Proche-Orient. Ça veut dire concrètement, on va essayer d'être plus concret, l'intention des Américains de rouvrir le fameux consulat général des États-Unis pour la population palestinienne à Jérusalem, ça ne sera pas à l'ordre du jour? Ce consulat est ouvert au moment où on se parle, Daniel. Ne nous racontons pas d'histoire. Ce consulat n'a jamais été véritablement fermé. Il fonctionne. À l'intérieur de l'ambassade. Exactement. Simplement, on fait semblant de dire qu'il n'a pas encore rouvert. Il s'agirait, on ne sait pas encore quelle sera la décision de l'administration Biden à ce sujet, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le gouvernement israélien, qui aujourd'hui est dirigé par Yair Lapid, il y a encore une semaine et demie par Naftali Bennett, il y a un consensus au sein du gouvernement israélien sur cette question. Alors, toujours à propos du dossier palestinien, on a vu durant ce week-end Yair Lapid qui a profité de la fête du sacrifice pour souhaiter une bonne fête à Mahmoud Abbas, une première conversation téléphonique entre les deux hommes depuis 5 ans, puis il a également dialogué avec le roi Abdallah II de Jordanie. N'est-ce pas peut-être un indice d'une volonté quelque part de Yair Lapid de remettre lui aussi de son côté le dossier palestinien sur le devant de la scène? Daniel, tous les premiers ministres israéliens ont appelé Mahmoud Abbas depuis son élection en 2005 chaque année pour le Eid al-Fitr. Qu'il s'agisse de Ariel Sharon, qu'il s'agisse d'Ehud Olmert, de Benjamin Netanyahou ou aujourd'hui de Yair Lapid. Donc il n'y a là aucun changement. Le fait que Yair Lapid ait appelé Mahmoud Abbas pour l'Eid, cela ne change rien. Il ne s'agit pas du tout d'un changement de comportement vis-à-vis de ses prédécesseurs, dont Benjamin Netanyahou. Et donc, il n'y a pas, à votre avis, à envisager dans un proche avenir, pendant les 4 mois du mandat de Yair Lapid, de changement sur l'axe palestinien? Il n'y a pas de changement possible dans la mesure où il y aura peut-être plus de coopération sécuritaire, on va dire, qui existe de toute façon aujourd'hui, mais ce dossier est géré par Benny Gantz, par le ministre de la Défense. Il est évident qu'il ne va pas y avoir d'initiative diplomatique. D'ailleurs, un gouvernement de transition est limité dans ses capacités à négocier et à initier des initiatives diplomatiques. Donc, de toute façon, il est évident qu'il n'y aura pas d'avancée majeure sur ce dossier ou d'initiative israélienne, non seulement parce que le gouvernement lui-même est légalement limité étant un gouvernement de transition, mais de toute façon, du côté palestinien, il n'y a aucun répondant, puisque Mahmoud Abbas lui-même n'a aucune légitimité politique.
Alors, je voudrais qu'on revienne sur ce qui sera, donc, comme vous le disiez, vraisemblablement le dossier majeur à l'ordre du jour de cette visite, c'est-à-dire le dossier iranien avec toutes ses ramifications et justement l'option, la possibilité d'un rapprochement ou d'une forme de normalisation même partielle entre Israël et l'Arabie saoudite. Est-ce que, par exemple, la nomination de Mohamed El Issa, qui est le secrétaire général de la Ligue musulmane, qui est considéré comme un imam, on va dire, relativement modéré et relativement proche on va dire, dans les relations entre les juifs et les musulmans, cette nomination par Mohamed Ben Salman de Mohamed El Issa comme principal prêcheur, si je peux dire comme ça, lors des célébrations de la fête du sacrifice à la Mecque, est-ce que c'est un indice d'une volonté de rapprochement, on va dire, de l'Arabie saoudite ou de Mohamed Ben Salman envers Israël ? Sans doute, et d'une manière générale, Mohamed bin Salman veut cette normalisation. Lui, il est prêt à l'officialiser. Il y a encore effectivement les réticences de son père, du roi d'Arabie Saoudite, et d'une certaine ancienne garde à Riyad. Mais MBS lui-même est prêt à cette normalisation. Il coopère avec Israël dans le domaine sécuritaire, dans le domaine technologique et économique. Et je pense qu'on peut s'attendre, après la visite du président Biden, à une certaine formalisation de cette coopération qui aujourd'hui est encore officieuse, mais qui est connue de tous. Alors, y aura-t-il la signature d'un accord ? On ne sait pas encore, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la visite du président Biden, sans doute, va formaliser ce qui est aujourd'hui une coopération de facto entre l'Arabie saoudite et Israël face à l'Iran. Alors, on parle aussi de cette alliance régionale entre les pays du Golfe, même des pays qui n'ont pas de relation actuellement avec l'État d'Israël comme l'Irak, l'Arabie saoudite, les États-Unis et Israël, pour faire front à la menace du nucléaire iranien ou à toute forme de menace venue de l'Iran. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il va y avoir un véritable accord ou c'est seulement né au début des négociations en vue d'un accord pendant la visite de Joe Biden ? Je pense qu'il y aura une annonce. Il y aura une annonce, certainement pas une alliance formelle comme l'OTAN, mais sans doute une annonce par le président américain. Je pense que le fait qu'il se rende personnellement au Proche-Orient et qu'il va visiter les deux principaux alliés des États-Unis dans la région indique bien d'une part que l'administration Biden ait abandonné l'idée d'un nouvel accord avec l'Iran et se prépare à une politique de confrontation vis-à-vis de l'Iran avec la coopération de ses alliés dans la région. Je rappelle qu'il y a encore 30 ou 40 ans, ces mêmes alliés étaient des ennemis finalement, l'Arabie saoudite et Israël, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Après la guerre de Kippour, c'est l'Arabie saoudite qui avait mené la politique du blocus pétrolier contre les pays occidentaux pour isoler Israël. Aujourd'hui, on est dans un scénario complètement différent, voire même inverse. Donc je pense qu'on peut s'attendre effectivement à l'annonce d'une formalisation de cette coopération régionale. Et la monnaie d'échange, ça sera une baisse du prix du pétrole, en tout cas une augmentation de la production de pétrole par l'Arabie saoudite et par les Émirats ? Alors c'est effectivement évidemment ce que souhaitent les États-Unis, puisque cette montée des prix du pétrole, qui est évidemment temporaire du fait de la guerre, entre autres la guerre en Ukraine, mais la capacité aujourd'hui de l'Arabie saoudite d'influencer les prix mondiaux du pétrole est limitée dans la mesure où les plus grands acteurs aujourd'hui, les trois gros acteurs dans le domaine pétrolier, c'est l'Arabie saoudite, la Russie et les États-Unis eux-mêmes. Les États-Unis qui sont devenus ces dernières années le premier producteur au monde du pétrole grâce à la technologie du schiste, du fracking. Mais effectivement, l'Arabie saoudite aujourd'hui n'a plus le même contrôle, je dirais, sur le robinet du pétrole international, comme c'était encore le cas il y a 30 ou 40 ans. Mais effectivement, les États-Unis souhaitent que l'Arabie saoudite augmente sa production pour pallier justement la réduction des exportations en provenance de la Russie. Vous nous disiez à l'instant que les chances ou les risques, les probabilités d'un accord à Vienne étaient de plus en plus faibles. Est-ce que finalement c'est parce que ce sont les Américains qui ont changé d'orientation ou c'est parce que finalement ce sont les Iraniens eux-mêmes qui sont allés durcir leurs conditions de retour à la table des négociations ? Je pense que l'administration Biden souhaitait, il y a encore 1 an et demi, lorsqu'elle est entrée en fonction, vérifier la possibilité de réhabiliter l'accord du JCPOA que l'administration Trump avait abandonné en 2018. Mais très rapidement, je pense, l'administration Biden s'est aperçue que, d'une part,
N'oublie pas qu'il y a eu un nouveau président, un dur, en Iran, qui s'est fait élire, et les Iraniens ont durci leur position, ça c'est d'une part, mais d'autre part, depuis le retrait américain du JCPOA en 2018, eh bien l'Iran, s'est approché à grande vitesse du seuil nucléaire avec un enrichissement d'uranium bien au-delà de ce qui était autorisé par le JCPOA. Et par conséquent, c'est pas seulement que les Iraniens ont durci leur position, c'est aussi que les États-Unis ont fini par comprendre qu'un accord à ce stade ne servirait plus à rien, puisque les Iraniens sont déjà au seuil de l'arme nucléaire. Donc les deux ont joué, les deux éléments ont joué. Alors, une dernière question, Emmanuel. Est-ce que vous avez le sentiment, parce que ça s'est déjà produit, on va dire, dans l'histoire politique de l'État d'Israël et surtout en période électorale, que les Américains vont essayer de profiter de cette visite pour donner un coup de pouce électoral à Yair Lapid pour faire en sorte de renforcer l'aile gauche, ou on va dire l'aile centriste de l'échiquier politique israélien? Et quel geste pourrait-il faire en direction de Lapid et de ses alliés? Vous savez, les administrations américaines, historiquement, que ce soit les démocrates ou les républicains, ont souvent essayé d'influencer le résultat des élections israéliennes, mais historiquement, cela n'a pas vraiment marché. On se souvient encore de la fameuse conversation entre Bill Clinton et Benjamin Netanyahou après son élection en 1996, où il avait dit « j'ai tout fait pour te faire échouer, mais tu as fini par gagner Oui. ». Par conséquent, cette capacité... Avec la fameuse conférence de Sharm el-Sheikh. Exactement. Et donc, je pense que les Américains, l'administration actuelle, évidemment, j'imagine, préférerait qu'il y ait Lapid puisse former une coalition après les élections. Mais encore une fois, on s'est très bien aperçu ces 30 dernières années que la capacité des administrations américaines, je rappelle également que Donald Trump avait reconnu la souveraineté israélienne sur le Golan en 2019 pour aider Netanyahou. Cela n'a pas aidé à obtenir une majorité non plus. Donc, il ne faut pas non plus trop exagérer la capacité je dirais, des Américains à influencer le résultat des élections israéliennes. Merci beaucoup Emmanuel Navon d'avoir accepté ce matin de répondre à nos questions autour de cette visite importante, historique de Joe Biden en Israël en fin de semaine. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, Shavua Tov. Shavua Tov, bonne journée.